Donc, mon père, il vient porter. Bienvenue à cette séance du conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 13 décembre 2021. Nous sommes en direct au Quai des Arts et en ligne aussi pour les gens qui nous suivent. Et la présentation, la séance sera rediffusée, sera mise en ligne sous peu au cours de la semaine. Donc, je vais y aller sans plus tarder avec la lecture de l'ordre du jour. Ça va comme suit. On a en point 1, la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En point 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. 3, approbation du procès-verbal en 3.1 de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. 4, les dossiers de la mairie, on a des correspondances, la nomination du maire suppléant. Et 4.3, la nomination de la représentante de la ville au Conseil des maires de la MRC Avignon. 5 dossiers de la direction générale et de la greffe. 5.1, politique de dons effectués pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021. 5.2, calendrier des rencontres 2022. 5.3, participation au transport adapté. 5.4, équipement de visioconférence, octroi de contrat. 5.5, avis de motion au dépôt du projet de règlement d'emprunt 2021-456 pour des travaux de réaménagement du Quai des Arts et le remplacement d'équipements de ventilation de Seine. 6. Dossier de la trésorerie, 6.1, compte à payer au 30 novembre 2021. 6.2, annulation de l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté au budget 2021. 6.3, augmentation du centre de production et diffusion culturelle à Carleton, au Quai des Arts. 6.4, modification du financement pour l'achat d'un monte-charge et d'une benne pour camion RAM 5500 et pour le projet de rénovation du centre de plein air Les Arpents Verts. 6.5, autorisation de signature des effets bancaires. 6.6, rapport d'audit de conformité de dépôt. 7, dossier de l'urbanisme. À 7.1, on a le procès-verbal de réunion du comité consultatif d'urbanisme du 30 novembre 2021. 7.2, adoption du deuxième projet de règlement 2021-454, modifiant le règlement 2009-155 concernant la modification du pourcentage d'occupation maximale des zones 222M, 223C. Oh, déconnecté. J'étais rendu, moi, à 7.2. 7.2, merci. Donc, adoption du deuxième projet de règlement 2021-454, modifiant le règlement 2009-155 concernant la modification du pourcentage d'occupation maximale des zones 222M, 223C, 224M et 232M. 7.3, adoption du deuxième projet de règlement 2021-455, modifiant le règlement 2009-155 pour l'agrandissement de la zone 106HA. 7.4, avis de motion pour le règlement modifiant le règlement du zonage 2009-155 concernant l'ajout de l'usage unifamilial contigu à la zone 268M. 7.5, adoption du premier projet de règlement, toujours sur le règlement 2009-155 concernant l'ajout de l'usage unifamilial contigu à la zone 268M. 7.6, demande de PIA chalet au 907 rue de la Montagne, le lot 4 542 949 et 4 502 950. 7.7, demande de dérogation mineure au 131 rue de la Montagne, le lot 6 387 611. 7.8, demande de dérogation mineure au 1640 deuxième rang, lot 4 542 509. 8, dossier du développement économique et du tourisme à 8.1, Chalet de la Pointe, dépôt de demande d'aide financière. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, avis d'embauche, poste de préposé aux équipements agriculturistiques, 52 semaines. 9.2, avis d'embauche, poste d'ouvrier municipal au centre Léopold-Leclerc et à la patinoire extérieure, 24 semaines. 9.3, autorisation de signature en temps de location du Quai des Arts. 9.4, soutien financier aux activités du club 50 ans et plus de Saint-Omer. 9.5, adoption du baromètre Carleton-sur-Mer Ville étudiante. 9.6, octroi de contrat pour une offre de service Arpo Groupe Conseil pour le projet de réfection du centre Léopold-Leclerc. 9.7, acquisition d'un véhicule tout-terrain pour le traçage des pistes aux Arpents Verts. 9.10, dossier des travaux publics. 10.1, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE. 10.2, permission de voirie. 10.3, achat de compteurs d'eau, stratégie québécoise d'économie d'eau potable. 10.4, octroi de contrat, achat d'un camion de déneigement 10 roues. 10.5, octroi de mandat, préparation de plan et devis pour le remplacement du poste de pompage et de la chambre de réduction de pression du camping. 11, dossier de la sécurité publique. On a bateau de sauvetage nautique et équipement, octroi de contrat. Le 11.1, c'est un nouveau point là, qui s'est ajouté en cours de journée pour les gens là, qui ont su l'ordre du jour en ligne. C'est un point qu'on a ajouté.
Prochaine séance en 12, on a 12.1, prochaine séance du Conseil, 13 autres sujets, 14 tours de table du Conseil, 15 périodes de commentaires et de questions, 16 levées de la séance. Si ça vous convient, membres du Conseil, j'aurai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Donc, c'est un ajout, un point 2 qu'on a fait. Là, je l'avais mentionné à la dernière rencontre. On poursuit avec ça. Donc, c'est une période, on ajoute en début de séance une période de commentaires et de questions pour les gens qui ont des questions spécifiquement sur les points qu'on va traiter ce soir, que j'ai nommés à l'ordre du jour. L'idée, c'est plutôt que d'arriver en fin de rencontre où on a déjà adopté les résolutions, le Conseil s'est déjà positionné, puis on vous demande des questions, des commentaires, bien, plutôt que de le faire à la fin, on le fait au début. Puis à la fin, il y aura toujours la période de questions habituelle pour tout autre sujet qui ne sont pas ceux traités à l'ordre du jour. Donc, pour les gens dans la salle ou les gens en ligne, si vous avez des questions sur les points qui seront traités pour décision dans l'ordre du jour, vous pouvez le faire maintenant. Questions dans la salle? Ça me va. Pour les personnes en ligne, je ne vois pas de questions non plus. Oh, on me dit qu'on n'entend pas bien. Est-ce que c'est possible de monter le volume? On va vérifier. Là, on a notre technicien qui... Heureusement, il est encore parmi nous. Oui. Passez proche de le manquer. Là, j'espère que ça vous entendez mieux, à moins que j'approche le micro. Oui, tu pourrais faire ça aussi, peut-être. Et voilà. Bon. En espérant que le son soit meilleur pour les gens en ligne. Si c'est le cas, peut-être juste me le signifier, ça serait bien gentil. Donc, je ne vois pas de questions en ligne ni dans la salle. On va pouvoir procéder à la poursuite de la rencontre. Donc, point 3, approbation du procès-verbal. En 3.1, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Les membres du Conseil, vous l'avez reçu. C'est conforme? Je me retire de la décision. Oui, effectivement, il y a M. Turcotte qui va se retirer de la décision parce que pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt, habituellement, les conseillers, s'ils sont en situation d'apparence de conflit d'intérêt ou de conflit d'intérêt, doivent se retirer de la prise de décision lors des séances publiques. Dans ce cas-là, c'est une décision qui a été prise dans la dernière rencontre où M. Turcotte n'était pas présent à la rencontre. Donc, c'est une technicalité qu'on ne connaissait pas, mais donc pour signifier puisqu'il pourrait être en conflit d'intérêt, mais il va se retirer de l'adoption du procès-verbal de la dernière rencontre. C'est bien noté. Sinon, est-ce que c'était conforme? C'est proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 4, dossier de la mairie. Dans les correspondances, on a reçu 2 correspondances au cours du dernier mois. Le premier, c'est du réseau de protection animale. Les municipalités, depuis environ 1 an, ont maintenant l'obligation de tenir des registres de médailles. Donc, tous les chiens du territoire doivent avoir des médailles. Et on a aussi des nouvelles obligations pour les chiens dangereux. Quand il y a des chiens qui sont considérés dangereux, bien, on se doit comme municipalité. On a la responsabilité de faire évaluer les chiens, puis ultimement, quand les chiens sont considérés dangereux, il y a des réglementations qui s'appliquent davantage, les chiens doivent avoir des muselières, etc., etc. Pour faire ça, pour appliquer ces nouvelles réglementations-là, on a travaillé l'ensemble des municipalités des MRC d'Avignon de Bonaventure ensemble, puis on a donné un mandat au réseau de protection animale qui le faisait déjà un peu. On s'est entendu avec eux et ils nous ont proposé de gérer les médailles, donc les revenus qui sont issus des médailles, mais leur permettait d'opérer le service puis d'assurer le service pour les chiens dangereux. Mais après quelques mois d'utilisation, ils se sont vite rendus compte que les revenus n'étaient pas suffisants. Donc, la méthode qu'on a faite, qu'on avait convenue là, mutuellement, ne fonctionne pas. Ils nous ont signifié dans cette lettre-là, dans la correspondance qu'on a, qu'ils souhaitaient arrêter de ne pas renouveler en fait l'entente qu'on a avec eux. Donc, le réseau ne sera plus responsable là, pour les prochaines semaines, prochains mois, de vendre les médailles et de faire respecter la réglementation sur les chiens dangereux. En parallèle, nous, ce qu'on fait, les 2 MRC ensemble, on a déposé une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales pour un programme de mise en commun, des programmes pour mise en commun des services municipaux. Et on est en attente d'une réponse, mais si ça fonctionne, on irait chercher du financement pendant 3 ans pour embaucher une personne qui va accompagner le réseau pour structurer le réseau de protection animale, travailler avec eux pour s'assurer qu'il y a tout en main pour être capable de répondre à ce service-là. On pensait que ça allait bien aller ensemble, on s'est entendu, mais finalement, on s'est rendu compte que l'entente qu'on avait ne fonctionnait pas. Donc, on veut mettre les conditions de réussite pour que ça puisse fonctionner, pour respecter nos nouvelles obligations en matière de contrôle des chiens.
C'est la première correspondance. La deuxième, c'est une correspondance de la Commission municipale du Québec. Vous l'avez peut-être vu dans les médias, là, la Commission municipale a procédé à des audits de conformité partout dans toutes les municipalités du territoire du Québec, en fait. Là. Ils voulaient voir si on a des processus là, qui sont très normés, là, notamment pour l'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation. Ils ont fait des vérifications pour la dernière année pour voir notre processus d'adoption du budget, si on a respecté les normes en vigueur, et ça a été le cas. À notre grande surprise, il y a presque la moitié des municipalités au Québec n'ont pas respecté le processus. Donc, on était bien contents d'être correct. Là, on est parmi les quelques municipalités sur le territoire qui ont bien fait leur devoir. Donc, félicitations à l'administration municipale. Puis, on prend acte de cette correspondance-là. D'ailleurs, un peu plus loin à l'ordre du jour, il y a un point spécifiquement sur ce dossier-là. On doit aussi déposer les rapports doivent être déposés au conseil, ce qu'on va faire tout à l'heure. Je poursuis avec 4.2, nomination d'un maire suppléant. Donc, on procéderait ce soir à la nomination du maire suppléant, qui serait la personne de M. Jean-Simon Landry, qui va pouvoir représenter la ville à mon absence ou servir de conseiller, ou aussi animer les séances publiques du conseil si je ne peux pas le faire. Donc, voilà pour la nomination ce soir. Deuxième nomination, on aurait la représentante de la ville. Ça prendra un appui pour Oui, il faudrait proposer. On n'est pas encore dans une dictature. On va demander une proposition. C'est proposé par M. Alain Turcotte. Merci. Je commence à prendre mes airs. Je suis maire. 4.3, nomination de la représentante de la ville au Conseil des maires de la MRC Avignon. Puisque j'agis à titre de préfet de la MRC, quand je siège au Conseil de la MRC, au Conseil des maires, je suis là pour représenter l'ensemble des maires du territoire et non la ville de Carleton-sur-Mer. Donc, puisque je suis à la préfecture, la ville se doit de nommer une personne qui va représenter les intérêts du conseil et de la ville au siège du conseil de la MRC. Et on nommerait ce soir, si vous l'acceptez par résolution, Mme Denise Leblanc pour vous représenter au conseil de la MRC. C'est proposé par M. Régis Leblanc. Merci beaucoup. Félicitations à nos deux nominés. 5, dossier de la Direction générale et de la greffe. En 5.1, politique de dons, on a les dons effectués pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021. On a reçu quelques demandes qui sont les suivantes. La première, la Fondation Santé BD Chaleur pour le projet Éliminer le Noël des patients. On avait une demande de 250 $, donc c'est le montant qui leur est accordé. Cercle des fermières de Carleton-sur-Mer pour la Fondation Holo, œufs, lait, orange, un montant de 300 $ qui serait accordé. La Héronnière, donc, qui veut mettre en place un festival, un festibiaire à Carleton-sur-Mer l'été prochain, nous demande 300 $ pour l'organisation de ce festival-là qui va servir à lever des fonds pour la Héronnière, pour l'organisation. Et on donnerait un 300 $ pour les 2 guignolés sur le territoire, la guignolée Carleton et la guignolée des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer, de 300 $ chaque, ce qui totalise 1 450 $ dans l'enveloppe de la politique de dons. Quelqu'un propose? Oui. Je me retire de sinon parce qu'il y a un montant de fait à la Fondation Santé BD Chaleur. Ah, OK, parfait. On va inscrire le retrait de M. Turcotte, la prise de décision pour éviter l'apparence de conflit d'intérêts puisqu'il siège sur le conseil d'administration de la Fondation Santé BD Chaleur. On est au procès-verbal. Merci. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de cette résolution? Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. 5.2 maintenant, calendrier des rencontres 2022. Donc, on se doit à chaque séance de fin d'année d'adopter le calendrier pour planifier nos rencontres de l'année suivante. Comme on l'a fait pour 2021, pour 2022, on va continuer en utilisant les deuxièmes lundis du mois. Ça permet notamment d'avoir on reçoit en fin de mois ou en début de mois les comptes, les factures de nos différents fournisseurs. Des fois, en étant le premier lundi du mois, c'était serré pour recevoir les factures, les traités de nos fournisseurs. Il y a 2 occasions où ça serait le troisième lundi du mois, pardon. Ça serait le 17 octobre, qui serait le 2e lundi du mois, c'est l'Action de grâce en octobre, ça ne fonctionnait pas. Et le 17 janvier, on irait le 3e, puisqu'on va être au retour des fêtes pour permettre à toute l'équipe de revenir, puis aux membres du conseil. Donc, voilà pour le calendrier des rencontres. Est-ce que quelqu'un propose son adoption? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci.
5.3, participation au transport adapté. C'est la contribution qui est demandée à la Ville, comme à toutes les municipalités du territoire. C'est un montant de 2,20 $ par habitant qui est demandé aux municipalités pour assurer le transport adapté, qui est assuré par la Régie intermunicipale de transport. Donc, ça représente pour Carleton-sur-Mer un montant de 8 895 qui est déjà prévu au budget. Là, dans l'exercice financier, on l'avait prévu. Quelqu'un propose? Proposé par M. Esteban Figueroa. 5.4, équipement de visioconférence, octroi de contrat. Dans la dernière année, là, vous le savez, là, avec le changement d'habitude, on utilise de plus en plus des plateformes comme Teams ou Zoom pour faire des séances, des rencontres. Et on a vite réalisé que nos salles n'étaient pas adaptées pour ce genre, nos salles à l'Hôtel de Ville. Ce qu'on a fait, en fait, on a reçu d'un financement un montant de 20 000 de la MRC pour faire l'acquisition d'équipements de visio. C'est d'ailleurs l'équipement qu'on utilise ce soir pour diffuser. Là, la caméra, l'équipement audio et vidéo ont été achetés avec ce montant-là. Et ce qu'on ferait ce soir, c'est de donner un mandat à Solutions Infomédia pour faire l'acquisition d'équipements pour la salle la salle Lacroix? La salle Lacroix de l'Hôtel de Ville, qui est la salle où on a nos rencontres préparatoires, où il y a beaucoup de rencontres qui sont beaucoup utilisées, cette salle-là. On l'aménagerait avec des micros, avec un système de caméra, d'écran pour répondre à nos besoins. Donc voilà, si quelqu'un, ça prendra une proposition pour adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci. 5.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 2021-456 pour des travaux de réaménagement du Quai des Arts et le remplacement d'équipements de ventilation de Seine. Ici, on a plusieurs interventions qui sont à faire, qui sont prévues au plan triennal d'immobilisation au Quai des Arts. Il y en a qui sont prévues depuis quelques mois. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de les rassembler dans un même règlement d'emprunt. Dans un premier temps, on avait déjà mandaté une firme d'architectes pour réaménager l'accueil. Présentement, là, à l'accueil du Quai des Arts en période estivale, il y a le bureau d'information touristique qui est un peu au milieu du corridor, là, avec un bureau là, pas très bien aménagé. On a des locaux aussi à côté de la billetterie qui sont utilisés ou du coup qui sont mal utilisés, j'oserais dire. Ce qu'on veut faire, c'est réaménager tout ce secteur-là pour que ce soit plus convivial, plus actuel, puis permettre aux gens qui travaillent d'avoir un environnement de travail plus intéressant, puis à nos visiteurs aussi. Ça représente 80 000. On a des unités de climatisation sur le toit. Il y a 6 unités de climatisation au Quai des Arts qui sont en fin de vie. On en a remplacé une d'urgence l'année passée parce qu'elle avait arrêté de fonctionner. Et c'est difficile d'avoir des pièces parce que ces unités-là fonctionnent avec un gaz réfrigérant qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. Donc, on a de la difficulté à avoir des pièces. Donc, ce qu'on propose, c'est de remplacer les 5 autres unités qui étaient déjà prévues au plan triennal d'immobilisation. C'est un montant de 110 000. Ensuite, on réservera un montant de 108 000 dans ce règlement d'emprunt-là pour réaménager le foyer d'Hydro-Québec et les espaces de bureaux. Ça fait quand même 20 ans que le Quai des Arts a été mis en place, qui est très fonctionnel, fonctionne bien, mais on a des petits défis quand même. On a les bureaux attenant au Quai des Arts, au foyer, qui abritent les locaux, notamment de maximum 90. Depuis le début, depuis le jour 1 du Quai des Arts, il y a des enjeux de cohabitation on essaie d'animer le foyer du Quai des Arts, puis juste à côté, on a des bureaux. Ce qu'on souhaite faire, c'est revoir un peu la configuration de ces espaces-là pour encore plus animer le foyer. On entend beaucoup parler d'espaces de coworking. On aimerait mettre en place un espace de coworking, un espace convivial dans le foyer du Quai des Arts et réaménager en même temps les bureaux pour s'assurer que les organismes qui les utilisent soient bien. Donc, ça serait un petit réaménagement de prévu. On a 108 000 dans le règlement d'emprunt. Ensuite, les rideaux de scène qu'on voit à l'arrière de nous là, sont à remplacer, sont en fin de vie. C'est un montant de 20 000 $. Renouvellement de consoles de son et d'éclairage. Encore là, l'équipement audio-vidéo sera remplacé pour 20 000 $. Et finalement, des réflexions à certains endroits des plafonds. Il y a dans des bureaux, dans des secteurs du Quai des Arts, des plafonds en gyps. Et puis, des fois, on a des interventions à faire sur la tuyauterie dans le plafond. Normalement, ça aurait dû être un plafond suspendu pour faciliter les travaux. Puis en plus, ce qui n'aide pas, c'est que les conduites ne sont pas aux endroits où c'est indiqué dans les plans. Donc, on se fie sur les plans pour faire une intervention à une conduite. On perce le gyps, puis finalement, la conduite n'est pas là. Il faut percer à côté. Bref, ce qui est proposé pour 12 000 $, c'est à certains endroits de changer puis de mettre des plafonds suspendus qui vont faciliter le travail puis avoir quelque chose de plus beau à long terme.
Tout ça totalise un montant de 350 000 Ce qu'on souhaite faire ce soir, c'est d'aller à un règlement d'emprunt pour faire l'ensemble de ces travaux-là au Quai des Arts qui a maintenant, qui va avoir bientôt 20 ans. Ça nécessitait des petites améliorations. Maintenant que la ville est propriétaire, ça facilite les choses, ça nous permet de faire ces travaux-là. Est-ce que j'ai un ou une proposeur pour adopter cette résolution? Proposée par M. Régis Leblanc. Merci. 6 dossiers de la trésorerie, les comptes à payer au 30 novembre 2001. On a encore des petits... pour les comptes à payer, on fait des petits changements. En fait, ce qu'on vous propose, c'est pour ce soir, Mme Leblanc va devoir se retirer de la prise de décision, puis M. Leblanc aussi va devoir se retirer. Pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. On a aussi, on a des élus impliqués. On a aussi M. Landry qui... on a une facture dans la liste des factures, on a une facture de l'organisme Bouge pour que ça bouge, organisme pour lequel M. Landry travaille, mais pour lui permettre de voter pour adopter les comptes à payer, puisqu'on n'aura pas quorum, ce qu'on ferait ce soir, c'est qu'on va retirer la facture de Bouge pour que ça bouge de la liste des factures. Donc, on va l'indiquer au procès-verbal. Elle sera reportée à la prochaine séance publique, ce qui va permettre à M. Landry de pouvoir participer à la prise de décision. On en a pour 535 052,19 $ pour le dernier mois. Dans les grosses factures là, à noter, je vois Soudure Gilles-Roy, c'est des travaux sur le toit de la salle Charles Dugas. On a implanté une nouvelle unité de climatisation. Il fallait implanter après une échelle et une rampe d'accès tout le tour de ces 18 000 $. Concept d'aménagement paysager et de pistes cyclables autour de l'hôtel de ville pour 1 678 pour revoir les aménagements floraux notamment. Excavation, services techniques LM qui ont fait des travaux autour du Carabouja sur le banc de Carleton pour aménager l'accès au quai pour les gens à pied et à vélo, 59 771. Jean Guissir qui a fait des travaux d'électricité au camping pour remplacer des différents sites et ont aussi installé une prise électrique tout près du catamaran Carleton-sur-Mer, qui est très utilisé. On essaie de l'éclairer pour le mettre en valeur, mais il n'y avait pas d'électricité. On utilisait des systèmes solaires. Ça avait ses limites. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de donner un mandat pour avoir une entrée électrique. On va pouvoir mieux le mettre en valeur, ce beau catamaran-là. Des travaux qui ont été faits sur un équipement, là, sur un camion pour 22 415, des travaux importants de réfection du moteur. Donc, voilà les éléments qui m'ont accroché, là, qui sortent de l'ordinaire dans les comptes à payer. Donc, pour l'ensemble, si ça vous convient, membre du Conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour les adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 6.2, annulation de l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté au budget 2021. On est en fin d'année financière là, qui se termine le 31 décembre. On a regardé, on a fait des projections pour voir à peu près comment on allait finir l'année. On s'attend à dégager un surplus en fin d'année et ce qu'on a décidé de faire, c'est avec cette résolution-là, les prochaines résolutions, il y a quelques petits résolutions en lien avec la trésorerie qu'on souhaite faire ce soir. La première en 6.2 pour 2021, pour l'année qui est en cours. Pour équilibrer le budget, on doit toujours adopter un budget qui est équilibré avec revenus-dépenses. On avait reçu en 2020 de la part du gouvernement du Québec une subvention COVID, c'est un montant de 228 000 de mémoire qu'on avait reçu pour 2 ans, qu'on peut utiliser sur 2 ans. On l'avait réparti en 2020 et 2021. Et on avait aussi une enveloppe de notre entente de développement culturel avec le ministère de la Culture qu'on avait sur 3 ans. On a décidé pour faire des projets culturels, on ne les avait pas fait en 2019-2020. On avait décidé de reporter cette enveloppe-là en 2021. Finalement, ce qu'on constate, c'est qu'on a pu faire nos projets en 2021 et on n'aura pas besoin d'utiliser cette somme-là COVID et la somme aussi pour la culture va être reportée en 2022. Ce qu'on vient faire avec la présente résolution, c'est pour enlever ce 167 900 que je viens de vous expliquer, qui était affecté pour l'exercice 2021. On vient le mettre dans notre surplus non affecté. On l'enlève de l'affectation, qui va tomber dans notre surplus libre, dans notre bas de laine, si on veut, à la ville. On va pouvoir l'utiliser à d'autres effets dans les prochaines années. Avec la résolution, voilà pour l'explication. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Régis Leblanc. Oh, il y a Mme Leblanc. M. Turcotte, pardon. Proposé par Alain Turcotte.
6.3, augmentation du centre de production et diffusion culturelle à Carleton, le Quai des Arts. C'est son nom officiel. Tout simplement pour dire qu'on avait fait, la ville est maintenant propriétaire du Quai des Arts. On en a pris la gestion depuis peut-être 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans. Et on a dû faire des interventions. Je parlais d'unités de climatisation tantôt qu'on a remplacées, là, entre autres, ça, c'en est une. Et la ville, on a des taux avantageux, des taux d'intérêt quand on emprunte. Et là, on ne pouvait pas faire d'emprunt au nom de la ville. On a dû emprunter au nom du Quai des Arts à un taux de 8,1 pour ces équipements-là. On ne peut pas rembourser des prêts, ce n'est pas des prêts ouverts, mais ils se renouvellent après une durée, dépendamment des prêts. Là, habituellement, c'est 5 ans, je ne sais pas dans ce cas-là. Mais bref, on a un prêt. Il nous reste 31 535 dans un prêt au Quai des Arts qui se renouvelle, qui vient à échéance le 31 décembre 2021. Et ce qu'on ferait, c'est que plutôt que de le renouveler, vu le taux d'intérêt notamment, on le paierait à même l'exercice 2021 parce qu'on sait qu'on a la liquidité pour le faire cette année. On viendrait régler ce prêt-là de 31 535, le rembourser au complet. Quelqu'un propose? Proposé par M. Régis Leblanc cette fois-ci. 6.4, toujours dans les petits changements de fin d'année, modification de financement pour l'achat d'un monte-charge et d'une benne pour camion RAM 5500 et pour le projet de rénovation du centre de plein air Les Arpents Verts. C'est des dépenses qui ont été faites au cours de l'année 2021 qui étaient prévues. On a fait l'achat du monte-charge pour le camion RAM. C'est un montant de 27 572, ça a été fait. Et on a aussi fait des travaux aux Arpents Verts, entre autres, on a 25 000 d'aménagement pour les planchers, on a fait les cuisines, etc. Et ces travaux-là que je vous ai nommés, ces 2 montants-là, ce qu'on avait prévu, c'était de les payer avec notre fonds de roulement, qui est un peu notre petite caisse où on se prête de l'argent nous-mêmes sans intérêt. Mais vu la situation financière en 2021, avec la résolution, ce qu'on ferait, c'est qu'on les payerait directement à même le budget. On les payerait comptant, entre guillemets, là, pour illustrer à 2021 plutôt que de les rembourser sur 5 ou sur 10 ans. Ça va nous dégager de la marge de manœuvre dans notre fonds de roulement. Voilà. Quelqu'un propose l'adoption de cette résolution? Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. 6.5, autorisation de signature des effets bancaires avec les nouvelles nominations, changement au conseil. Il y a toujours 2 élus et 2 membres de l'administration qui sont autorisés à signer les effets bancaires, les chèques. Ça prend une signature d'un élu et une signature d'un membre de l'équipe administrative et il y a toujours un substitut. Avec cette résolution-là, on viendrait mandater Jean-Simon Landry et moi-même comme représentant du conseil et Mme Hélène Forêt, notre trésorière, et M. Antoine Audette, notre directeur général, à signer les effets bancaires. Quelqu'un propose? Proposé par M. Esteban Figueroa. 6.6, rapport d'audit de conformité dépôt, c'est ce que je vous ai mentionné dans les correspondances, le rapport qui mentionnait qu'on avait bien fait de notre travail, qu'on avait respecté les processus pour l'adoption du budget et du PTI. Et on se doit, ces rapports-là, de les déposer en séance publique du Conseil et par résolution confirmer ce dépôt-là. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter le dépôt, confirmer le dépôt. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Dossier de l'urbanisme maintenant, 7.1, procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 30 novembre 2021. C'est un dépôt seulement, vous l'avez reçu, les membres du conseil. C'est un document qui est maintenant public, qui est disponible sur le site web. En 7.2, dans les points qui ont été traités, on a l'adoption du 2e projet de règlement 2021-454, modifiant le règlement 2009-155 concernant la modification du pourcentage d'occupation maximale des zones 222M, 223C, 224M et 232M. Ça, ce sont des zones sur le long de la 132 dans le secteur du concessionnaire Armanteau, Auberge Océane, dépanneur central, dans ce secteur-là. À peu près partout dans les zones commerciales sur le territoire, dans notre réglementation de zonage, pour l'implantation de bâtiments, le bâtiment ne doit pas prendre plus que 50 de la superficie du terrain. Ça limite à 50 de la superficie, sauf dans ces zones-là qui sont ciblées ce soir où c'est ce qui est indiqué dans nos règlements de zonage de 2009, puis personne n'est capable d'expliquer la raison pour laquelle ces zones spécifiques-là, mais dans ces zones-là, c'est 20 d'occupation du terrain. Donc, si on a des projets, des gens qui veulent construire, ils ont des projets sur leur terrain, il y a juste 20 de la superficie du terrain qui peuvent être utilisés pour le bâtiment, ce qui limite le potentiel. On a d'ailleurs un projet qui est sur la table d'un promoteur dans ce territoire-là, qui est limité par cette réglementation-là. Ce qu'on propose de faire avec le projet de règlement, c'est d'uniformiser. Puis dans ces 3 zones-là,
comme dans les autres zones semblables du territoire, on permettrait de construire, d'avoir un pourcentage d'occupation maximale de 50% dans ces zones-là. Est-ce que ça vous convient, membre du Conseil? Si oui, j'aurais besoin d'une proposition. C'est proposé par M. Turcotte. Merci. 7.3, adoption du deuxième projet de règlement 2021-455 modifiant le règlement 2009-155 pour l'agrandissement de la zone 106HA. C'est une zone qui est située dans la route Leblanc. On a des propriétaires qui veulent construire des maisons un peu plus reculées de la rue. En fait, ils veulent s'implanter un peu à l'arrière de leur terrain. Ils ont des terrains qui sont très, très, très profonds, mais le zonage coupe leur terrain. Puis la partie arrière de leur terrain est dans ce qu'on appelle une réserve urbaine. Ce que ça fait de réserve urbaine, c'est des secteurs qui sont ciblés, des zones qui sont ciblées sur le territoire où on dit aux propriétaires de ces terrains-là, s'ils veulent construire quelque chose sur leur terrain, c'est souvent des grands emplacements, des grands terrains, ils doivent avoir un plan d'aménagement d'ensemble. C'est pour éviter que si quelqu'un a un grand terrain dans un secteur stratégique, je peux vous donner un exemple, là, dans le secteur Carleton, tout près de la rue de la Gare, là, il y a des grands terrains dans cette section-là. C'est une zone urbaine. Donc, si quelqu'un veut s'implanter une maison, il doit avoir un plan d'ensemble, prévoir une éventuelle rue, un développement. Puis il peut dire, moi, je vais implanter ma maison là, mais c'est juste pour s'assurer que ça ne limite pas le potentiel de développement. La maison va être implantée dans un secteur, mais on sait qu'on va pouvoir construire autour de cette maison-là si jamais c'est une volonté de promoteur dans les prochaines années. Il y a une zone urbaine dans ce secteur-là qui est moins accessible. Ce qu'on propose de faire, c'est juste de décaler la limite de la zone urbaine, la remonter un peu vers le nord pour que les propriétaires dans la rue Leblanc puissent construire les deux propriétaires comme demandé. On va rapetisser un peu la zone, la réserve urbaine qui est accessible aussi par la route Saint-Louis et par quelques terrains dans la rue Leblanc. Si ça vous convient, membre du Conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter ce deuxième projet de règlement. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 7.4, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-155 concernant l'ajout de l'usage unifamilial contigu à la zone 268M. Et 7.5, c'est toujours sur le même élément, là, mais cette fois-ci, donc 7.4, l'avis de motion, 7.5, l'adoption du premier projet de règlement. Ces deux points-là, on en a discuté en séance de travail. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de le porter à l'étude. Le Conseil souhaitait prendre davantage de temps pour discuter, là. C'est une zone là, où est l'auberge des Caps, là, pour les gens qui sont familiers. Il y avait une demande de changement de zonage là pour permettre la mention de l'utilisation d'usage unifamilial contigu. C'est un peu comme des maisons de ville, des jumelés. Ce serait pour permettre de faire plusieurs petites maisons là, collées une sur l'autre dans le même bâtiment. On souhaitait porter la question à l'étude pour y revenir un petit peu plus tard. Ce qui m'amènerait au point 7.6, une demande de PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour un chalet au 907 rue de la Montagne, le lot 4 542 949 et 4 542 950. Ce sont deux lots sur le sommet de la montagne où on a un promoteur qui souhaite implanter un chalet de villégiature. C'est une demande qui a été déposée au CCU le 20 septembre 2020. Ça a été refusé par le CCU parce que c'est les lots, là, vous allez les replacer, là, c'est des lots qui ont été déboisés là, sans respecter la réglementation municipale, là, sont assez visibles. Là. Devant ce constat-là, ce que la Ville a fait, c'est pour les constructions, on a exigé d'avoir des plans de végétalisation qui vont être réalisés par un professionnel. Le premier plan qui a été déposé dans la demande qui nous est adressée présentement, c'est pour un troisième chalet. On sait qu'il y avait 4 projets de chalet dans ce secteur-là. Ça a été refusé parce que le plan a été jugé ne permettait pas de confirmer l'impact du visuel du chalet. La personne qui souhaite construire nous est revenue avec un plan de végétalisation réalisé par un professionnel. Devant ça, le CCU fait la recommandation d'accepter le plan et la construction du chalet. Et puis les membres du conseil étaient, si vous êtes toujours d'accord, on pourrait aller de l'avant avec ça, tout en sachant que c'est un secteur qui est très sensible. Et on a eu moi j'ai entendu beaucoup de commentaires sur le déboisement qui a été fait dans ce secteur-là. Et on veut s'assurer que le plan de reboisement soit respecté. Donc, il y a assurément des démarches qui vont être faites de notre part pour vérifier auprès des différents propriétaires de chalets dans ce secteur-là qui reboisent comme prévu par les professionnels. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 7.7, demande de dérogation mineure au 131 rue de la Montagne, lot 6 387 611.
Excusez, je suis en train de manquer de batterie dans mon portable. C'est jamais... Oh. Super. Voilà, parti. Demande de dérogation mineure, donc dis-je, au 131 rue de la Montagne. On a reçu une demande similaire. C'est 2 terrains qui ont été vendus là, à l'arrière. C'est des terrains qui sont en fait à l'arrière de l'installation du CPE. Et il y a 2 accès à ces 2 terrains-là, une au nord, une au sud du CPE. Et ces accès-là sont, en fait, quand on regarde sur le plan, le terrain, sur les terrains sur la rue de la Montagne, celui qui nous intéresse ce soir, il y a une largeur de 15,24 mètres, ce terrain-là, sur la rue de la Montagne. Puis le règlement municipal prévoit une largeur minimale de 30,48 mètres. Vous le voyez à l'écran. Mais comme on le voit à l'écran, tout le terrain, la superficie du terrain respecte notre réglementation d'urbanisme. C'est simplement la façade du terrain. Il faut le voir un peu comme un chemin d'accès, comme une route privée pour accéder à la maison qui va être à l'arrière. Comme on l'a accepté pour le terrain juste au sud, qui a la même configuration, il y a une recommandation aussi du CCU favorable. Si ça vous convient, le conseil, membre du conseil, on pourrait adopter cette demande de dérogation mineure. Quelqu'un proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 7.8, demande de dérogation mineure au 1640, deuxième rang, le lot 4 542 509. Ça, c'est l'implantation d'un bâtiment agricole, une station de lavage pour les légumes qui a été faite sur un terrain qui abrite des serres, puis une maison, puis un espace de transformation alimentaire. La distance minimale de la réglementation municipale entre un bâtiment agricole de ce type-là et un coin de maison, des 2 coins des bâtiments, doit être de 10 mètres, tandis que là, ils sont à 5 mètres. Ça a été fait pour des raisons de topographie. Là, le terrain, c'était le meilleur endroit pour implanter ce bâtiment-là sur le terrain. Il y avait une certaine logique avec ça. Donc, considérant cette logique-là, la situation du terrain, le CCU recommandait d'accepter la dérogation mineure. Et voilà, si vous êtes d'accord, membre du conseil, on pourrait procéder à l'adoption. Quelqu'un propose? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. 8, dossier du développement économique et du tourisme à 8.1, Chalet de la Pointe, dépôt d'une demande d'aide financière. C'est un projet qui date, quand je suis arrivé comme conseiller municipal en 2013, c'était déjà un projet qui était dans les cartons depuis quelques années. Il y avait un projet d'envergure de réfection du Chalet de la Pointe là, à 750 000 de mémoire, c'est tout près de 800 000. Finalement, ça n'a pas vu le jour parce qu'on n'a pas eu le financement escompté, le conseil à l'époque. Et puis, on a essayé par différentes façons d'aller trouver de l'aide financière pour rénover ce bâtiment-là. Et il n'y a pas beaucoup de programmes qui s'adressaient à ça, puis les coûts augmentent d'année en année. Mais l'état du bâtiment est précis. Là, il y a des fuites d'eau sur le toit. Là, pour ceux qui vont, là, vous allez constater que le bâtiment est en piètre état. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller de l'avant pour retaper, refaire le revêtement extérieur, la toiture, un petit peu d'amélioration à l'intérieur. Et on avait déjà donné des mandats à un architecte pour nous aider là-dedans. On arrive avec un projet qui, quand même si on est dans le retapage, dans la mise à niveau, 391 183. On va en faire un lieu là, comme il est utilisé présentement, avec peut-être une petite notion de coworking encore là, avec des espaces pour que les gens puissent y travailler. On a accès à un petit programme, un nouveau programme, le PRABAM, d'aide financière pour des bâtiments, des infrastructures municipales, qui financerait 165 000. On fait une demande d'aide financière à la MRC de 50 000 et à Desjardins de 15 000 ce qui reste, donc il resterait une contribution de la ville de 161 183 pour réaliser ce projet-là. Avec la résolution ce soir, si vous êtes d'accord, ce qu'on ferait, c'est qu'on s'engage à verser notre contribution de 161 000 et on autoriserait messieurs Antoine Audette et Alain Bernier à déposer des demandes d'aide financière dans les programmes que je vous ai nommés. Ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. En 9.1, on a un avis d'embauche. 9.2 est relié directement là, pour un poste de préposé aux équipements récréotouristiques, 52 semaines. On a un employé, Marc Audette, qui était en poste à l'Arena principalement, et l'été, il faisait des menus travaux. 52 semaines, a quitté.
Son poste est devenu vacant. On l'a ouvert à l'interne et il y a M. Dali Leclerc qui a déposé sa candidature qui a été retenue. Donc, s'occupe de l'ARENA, de l'OTJ et en période estivale, c'est le petit changement, c'est que cette personne-là, M. Leclerc, va être sous la responsabilité de notre préposé à l'entretien des bâtiments municipaux. Donc, M. Leclerc va pouvoir faire différents travaux dans nos bâtiments municipaux, travailler aménagement, notamment des trottoirs de bois, des différents projets comme ça qu'on a. Il va y avoir le micro-musée, si je ne m'abuse, qui va s'en venir, là, qui est un projet dans la rue de l'Avenue du Phare sur lequel M. Leclerc va pouvoir travailler, entre autres. Sa date d'embauche serait à partir du 20 novembre. Le poste est vacant depuis le 12 novembre. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter la résolution. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. M. Leclerc ayant pris le poste de M. Audette, le poste de M. Leclerc s'est ouvert et on a affiché ce poste-là à l'interne, qui est un poste de 24 semaines pour l'entretien de la patinoire à l'OTJ et de l'ARENA, travailler à l'ARENA, 24 semaines. Et on donnerait le poste ce soir à M. Georges Kerr, qui est un employé qui a déjà travaillé à l'ARENA, qui a travaillé au camping et là, qui ferait un retour parmi l'équipe du Centre Léopold-Leclerc. Je propose la nomination de M. Kerr, proposée par M. Régis Leblanc. Merci. 9.3 maintenant, autorisation de signature pour des ententes de location au Quai des Arts. C'est les baux qu'on a avec les organismes qui occupent les locaux au Quai des Arts. Avec la résolution, c'est simplement pour autoriser M. Audette, le directeur général, et moi-même à signer ces ententes de location-là. On prévoit une augmentation du coût de loyer de 3 %. Quelqu'un propose? Proposé par M. Turcotte. Merci. 9.4, soutien financier aux activités du Club des 50 ans et plus de Saint-Omer. Dans la dernière année, dans la planification stratégique, là, on avait prévu de mettre en place une politique de soutien aux organismes du territoire. Donc, il y a un gros travail qui a été fait d'analyse, de discussion avec nos différents organismes pour s'assurer de bien les reconnaître, de baliser l'aide qu'on peut offrir à nos organismes. Ce qu'on a constaté dans ces réflexions-là, c'est qu'il y avait une certaine inéquité. Sur le territoire, on a 2 clubs 50+. On a un le secteur Carleton, un secteur Saint-Omer, qui sont tous les deux très actifs. Ce qu'on constatait, c'est que secteur Carleton, le club 50+ utilise la salle Charles-Dugas, qui est une salle municipale. Ils ont un local à l'arrière, puis on a une entente avec eux depuis plusieurs années de location. On le loue pour un montant, là, j'ai plus les chiffres, là, mais un montant là, quand même très avantageux. Un local à l'arrière qui ont leur disponibilité en tout temps et ils ont 12 gratuités de salles pour la grande salle Charles-Dugas, plus un accès aux cuisines. Puis pour le club secteur Saint-Omer, club 50+ Saint-Omer, le club n'avait jamais fait de demande à la ville, donc il n'avait jamais reçu d'aide financière. On a comme constaté une certaine iniquité parce qu'on n'aidait pas ce club-là. Puis, avec l'OTJ, contrairement à la salle Charles-Dugas, l'OTJ, c'est une salle qui appartient à un organisme qui est l'œuvre des terrains de jeu. Donc, il y a un conseil d'administration qui administre ça. Ce qui fait que le club 50+ verse un loyer à l'OTJ quand ils font des activités pour pouvoir avoir accès à un petit local. Ce qu'on propose après réflexion, après analyse, après discussion avec le président aussi, M. Leblanc du Club 50+ Saint-Omer, c'est d'offrir un soutien financier pour 2022, pour la prochaine année et pour les années. Tout ça sera révisé, mais ce qu'on propose, c'est d'offrir un soutien financier de 3 000 $ pour soutenir cet organisme-là, qui est très dynamique, ce secteur, qui fait plusieurs activités, notamment pour les aînés. Et ce qu'on ferait pour 2021, 2021 est une année particulière avec moins d'activités à cause de la pandémie, mais il y a quand même eu des activités. Si on donnerait un montant de 2 000 $ pour 2021. Si ça vous va, membre du Conseil, j'aurais besoin d'une proposeur pour adopter cette résolution. Proposée par M. Régis Leblanc. Merci. 9.5, adoption du baromètre Carleton-sur-Mer Ville étudiante. C'est un travail qu'on a fait dans le cadre de la politique Ville étudiante. L'objectif de cette politique-là, c'est de reconnaître l'apport des étudiants et de tout secteur de l'éducation au dynamisme de Carleton-sur-Mer. Et on a constaté qu'on n'avait pas beaucoup de données pour venir appuyer ça sur l'apport, sur les retombées qui sont issues de tout le domaine de l'éducation à Carleton-sur-Mer. On sait que c'est important, mais on n'avait pas de données. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de mandater le CIRAD pour nous développer un outil qu'on appelle le baromètre. C'est un outil qu'on va pouvoir utiliser qui va nous donner des différentes statistiques, des données sur
sur cet apport-là et ça va nous permettre de nous mesurer pour voir si on fait des actions pour s'améliorer, voir s'il y a une augmentation des retombées. C'est un outil qui a été présenté aux écoles, à l'ensemble des institutions scolaires du territoire, qui a été bien apprécié, qui est super intéressant. Ce qu'on vient faire ce soir, c'est donc de venir valider, confirmer que les résultats du baromètre étudiant vont être diffusés, vont être mis à jour sur le site web de la ville de Carleton-sur-Mer et on va utiliser de différents autres outils de communication là, de la ville pour faire la promotion de ces résultats-là. Tout simplement. Ça vient officialiser le tout et assurer qu'on va vous transmettre là, pour l'ensemble des citoyens les informations issues de ce bel outil. Ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Denise Leblanc. 9.6, octroi de contrat, offre de services ARPO, groupe conseil, projet de réfection de Centre Léopold-Leclerc. On a reçu du financement pour la réfection de notre aréna, le Centre Léopold-Leclerc. On travaille avec ARPO là, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans sur l'évolution des plans. Là, on se rapproche d'une éventuelle mise en chantier. On n'est pas encore allé en appel d'offres, mais on se dirige vers ça. Et pour un chantier, il faut mandater une firme d'ingénieurs pour faire la surveillance des travaux. C'est ce qu'on vient de faire avec cette résolution-là. Ils ont fait une proposition au montant de 19 960 et on les mandaterait aussi pour faire des esquisses pour les aménagements du stationnement, ce qui n'avait pas été fait. Ils ont travaillé sur le bâtiment. Mais pour fréquenter le secteur, vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a pas d'entrée dédiée, il n'y a pas de bordure à l'entrée du stationnement, il y a des petits enjeux de drainage. On veut sécuriser, améliorer là, tout le secteur, peut-être même revoir l'éclairage dans le secteur-là. On donnera un mandat à ARPO pour nous accompagner là-dedans, pour faire des plans et devis. Ce qu'on veut faire aussi, c'est avec cette même résolution-là, de financer ces dépenses-là par les activités de fonctionnement en attendant. On va avoir un règlement d'emprunt pour les travaux du Centre Léopold-Leclerc. En attendant d'avoir ce règlement d'emprunt-là, on va le financer à même nos activités de fonctionnement. Plus tard, on l'appliquera sur le règlement d'emprunt. Quelqu'un propose cette résolution? Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. 9.7, acquisition d'un véhicule tout-terrain pour le traçage des pistes aux arpents verts. On travaille on a fait beaucoup d'améliorations au centre de plein air, les arpents verts. Tant dans les sentiers que dans le bâtiment. D'ailleurs, pour cet hiver, vous allez constater les cuisines, salles de bain. La cuisine et les salles de bain ont été refaites. Tout le plancher, on a acheté du mobilier, des jeux pour créer vraiment un espace intéressant. On a des vélos à pneus surdimensionnés, des fat bikes qui sont disponibles gratuitement. On va racheter d'autres. On a des skis, des équipements ski de fond qui sont disponibles gratuitement. On en rachète d'autres aussi. Donc, on continue d'améliorer ce local-là, cet espace-là. On avait eu aussi, il y a quelques années, là, au début, on avait demandé à un consultant de faire une analyse, un plan de développement des arpents verts pour voir des recommandations pour améliorer le secteur. Dans les recommandations, il y avait notamment l'acquisition d'un VTT, d'un 4 roues en bon français, avec des chenilles pour faire l'aménagement des sentiers. Et dans le cadre du budget participatif, c'est un projet qui a été déposé. On avait un projet citoyen pour faire l'acquisition d'un VTT et on a trouvé l'idée intéressante. Ça nous a permis de voir le besoin. Ce qu'on viendrait faire ce soir, c'est de confirmer l'acquisition de cet équipement-là. Le VTT aurait une pelle à l'avant et ce que ça va permettre de faire, c'est vraiment d'améliorer le damage, le traçage des sentiers de la montagne, ce qui n'était pas possible. On a acheté un nouvel équipement aussi l'année passée, une conditionneuse, un peu comme une mini surfaceuse, une mini Zamboni, entre guillemets, si je peux illustrer, pour reconditionner nos sentiers. Mais en montagne, avec notre motoneige, c'était difficile ou voire impossible d'utiliser ce nouvel équipement-là. Avec le VTT, on va pouvoir utiliser la pelle pour quand il y a beaucoup de vent pour refaire les sentiers, puis avoir des meilleurs sentiers, entre autres dans la montagne. Ce soir, ce qu'on vient faire avec la présente résolution, c'est d'autoriser l'achat du véhicule tout-terrain qui a un montant de 23 546,86. C'est le véhicule tout-terrain avec la pelle et les chenilles, là, avec tous les équipements nécessaires. Le montant-là est sans les taxes applicables. La soumission a été déposée par Canam André Allé et Fils d'Amkoui. On avait fait des démarches auprès de Sport BG, qui est à New Richmond, qui est le concessionnaire le plus près. Mais dans le cas de pandémie, là, il y a beaucoup de demandes pour ce genre d'équipement-là. Il n'y en avait pas de disponible avant l'été prochain, ce qui nous aurait amené à la prochaine saison. On a décidé d'aller vers
le garage d'Amqui qui en avait un en stock. Donc, on va pouvoir, dès cet hiver, utiliser cet équipement-là pour améliorer nos sentiers. Quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. Dossier des travaux publics en 10.1, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale PPA-CE. C'est un programme particulier qui date là, de plusieurs années, mais à chaque année, on a accès à un petit montant, c'est 12 624. Il faut simplement faire une demande, puis ça rembourse des travaux qu'on a fait à voirie. Dans ce cas-là, on dépose des factures de travaux qu'on a fait sur la route Saint-Louis pour avoir ce financement-là. Donc, la résolution, c'est pour approuver les dépenses au montant de 12 624 et transmettre le tout à Transport Québec. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Permission de voirie, comme à chaque année, en fin d'année, on doit demander au ministère des Transports l'autorisation pour faire des travaux de voirie dans des zones sur leur terrain. En fait, c'est essentiellement en bordure de la 132. Là, des fois, on a à faire des travaux, on passe dans des fossés ou on a à creuser dans des fossés, mais pour ce faire, ça nous prend une autorisation. La présente résolution va être faite pour 2022. Après, on n'a pas besoin de demander au ministère des Transports. Là, ça va être bon pour tous les travaux dans l'emprise des routes qui sont sous l'entretien du ministère des Transports. Quelqu'un propose? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 10.3, achat de compteurs d'eau, stratégie québécoise d'économie d'eau potable. On y arrive après 2, 3, 4 ans de repousser discussion sur les compteurs d'eau. C'est maintenant... On est fortement incité à implanter graduellement des compteurs d'eau sur le territoire. On le fait, entre autres, parce que ça va nous permettre d'aller chercher du financement pour d'autres projets. Ce qu'on vient faire avec cette résolution-là, c'est entériner l'achat de 60 compteurs d'eau au montant de 24 397 $. Ce qu'on va faire, c'est dans des prochaines séances du Conseil, on va venir changer nos réglementations pour imposer l'implantation de compteurs d'eau dans les nouvelles constructions. C'est facilitant quand c'est des nouvelles maisons, là, plutôt que d'aller vers des maisons où les systèmes sont déjà installés, les entrées d'eau. On s'assurait que les nouvelles maisons aient ces compteurs d'eau-là. Il y a aussi l'ensemble des commerces et institutions du territoire qui vont devoir en avoir. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure lecture, une meilleure compréhension de la consommation d'eau et ultimement d'améliorer puis de diminuer notre consommation d'eau collective. Quelqu'un propose l'acquisition des compteurs d'eau et que cette dépense-là serait financée par les activités de fonctionnement d'exercice. Ça veut dire qu'on va le payer à même notre budget courant là, au cours de l'année 2022. Activité de fonctionnement, oui. OK. Quelqu'un propose? Proposé par M. Figueroa. Merci. 10.4. Octroi de contrat, achat d'un camion de déneigement 10 roues. On est allé en règlement d'emprunt. Il faut remplacer un camion 10 roues là, qui fait le déneigement, qui est un Volvo 2002, si je ne m'abuse, qui a bientôt 20 ans. On est allé en soumission. On a reçu 2 soumissions. Le premier, centre du camion JL pour un montant de 315 000 $. Et le deuxième, l'équipement l'Ours Papineau, c'est bien ça? Mm-hmm. Équipement l'Ours Papineau pour 289 990. On avait aussi demandé dans le devis un montant pour le rachat de notre camion actuel. Centre du camion JL nous donne 20 000 $ pour le camion actuel et équipement l'Ours Papineau, 4 500. La seule soumission qui est conforme dans les deux, c'est celle de Centre du camion JL, qui est conforme au devis, donc on se doit d'accepter cette soumission-là. La présente résolution, c'est pour octroyer le contrat à l'entreprise du Centre du camion JL pour un montant de 315 000 $ sans les taxes. Et aussi, avec la résolution, on procéderait à la vente de notre camion actuel, le 2002, pour un montant de 20 000 $ sans les taxes applicables. Et on financerait cette dépense-là par le règlement d'emprunt qu'on vient tout juste de faire, le 2021-452, qui est prévu pour ça. Le camion serait prêt au début de l'hiver, on l'attend là, incessamment. En espérant que le 2002 ne cause pas de soucis d'ici à l'arrivée du nouveau, parce que le 2002 est grandement dû. Quelqu'un propose? Proposé par M. Turcotte. Merci. 10 à 11, aussi de la sécurité publique, 11.1, bateau de sauvetage nautique et équipement, octroi de contrat. C'est un point, là, je l'ai mentionné, là, qui a été ajouté en cours de journée, que vous n'avez pas dans les documents là, présentés avant la séance. Mais c'est suite aux événements tragiques qui sont arrivés à Miguacha. Le tragique est heureux parce qu'il y a quand même eu un sauvetage. Là. On a évité, il y a eu un décès, mais on a quand même évité deux noyades suite à des interventions d'un citoyen. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'était pas bien équipé pour faire des interventions de la sorte.
On a la garde côtière auxiliaire qui est prête plus en haute saison et qui a des équipements pour aller en haute mer ou aller plus loin au large. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler avec les municipalités d'Avignon, de Matapédia puis Maria pour voir quel équipement on a besoin, si on pouvait s'acheter de l'équipement pour mieux intervenir dans ces secteurs-là sur la côte. Et le fruit de ces discussions-là, on a décidé d'acheter des bateaux qui seraient gérés et opérés par nos services incendies, par nos pompiers. On a toujours des pompiers qui sont de garde, qui sont disponibles, qui vont pouvoir réagir. Donc, on avance avec ça. On a fait une demande à Service Secours Baie des Chaleurs qui ont accepté de nous offrir, ils nous offrent un montant de 40 000 $ pour faire l'acquisition de ce bateau-là. On est allé en soumission, on a reçu une offre de Boulet-Lemelin, Cabano Marine, pour un montant de 34 710 sans les taxes applicables. Ça, c'est pour le bateau, la remorque, les équipements, tous les équipements sur le bateau de sécurité et aussi les habits, les vestes pour nos pompiers qui vont utiliser ces bateaux-là. Puis, en parallèle de ça, donc ce soir, avec cette résolution-là, ce qu'on fait, c'est qu'on octroie le contrat d'acquisition du bateau pneumatique et des équipements pour le montant que j'ai dit. En même temps, on continue d'avancer avec la MRC parce qu'il va y avoir des équipements à Matapédia, Escuminac et probablement Maria aussi. Il va y avoir des bateaux qui vont être complémentaires. Il va y avoir des bateaux. Nous, c'est un petit pneumatique qui répond à nos besoins. On va pouvoir aller à Maria, en rivière aussi. Mais on va aussi faire l'acquisition de bateaux pneumatiques gonflables, des espèces de grosses bananes, excusez-moi le terme, là, mais qui sont des équipements qui sont utilisés pour aller sur la glace. Tu sais, on a des enjeux des fois avec les cabanes, pêche et le perlant, etc. Donc, on s'équipe partout sur le territoire. On va pouvoir déplacer ces équipements-là puis mieux répondre à ces enjeux-là. Il y en a de plus en plus. Là, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui utilisent le plan d'eau. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des accidents qui peuvent arriver. Voilà pour ça. Si ça vous va, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'octroi de contrat proposé par M. Régis Leblanc. Merci. Ça m'a peut-être échappé, M. le maire, mais le point 10.5. J'aurais passé droit sur 10.5. Allons-y. 10.5, octroi de mandat, préparation de plan et devis pour le remplacement du poste de pompage, et de la chambre de réduction de pression du camping. On l'a parlé abondamment. Là, on refait les conduites d'égout qui relient le camping et notre réseau dans le secteur de la marina. Quand on a fait des évaluations, la firme d'ingénieurs nous a proposé un plan pour les égouts et ils nous ont aussi dit que tout le réseau là, où des égouts sont branchés au camping, les postes de pompage sont à refaire. On a décidé d'aller de l'avant avec les égouts seulement avec les canalisations pour le moment parce que c'est quand même des montants importants. Mais pour implanter ces canalisations-là, ce que nos ingénieurs nous ont dit, c'est qu'ils doivent prévoir les prochaines stations qui vont être à faire. Pour savoir exactement où vont aller les conduites, il faut qu'ils connaissent la disposition puis où seront implantées les nouvelles stations, le nouveau poste de pompage. Ce qu'on fait ce soir, on vous propose, c'est de donner un mandat à la firme Arpo pour faire la conception pour le remplacement du poste de pompage et la chambre de réduction de pression au camping. C'est un montant de 17 540 sans les taxes et c'est une dépense qu'on affecterait au règlement d'emprunt 2021-445. On le payerait à même avec le règlement d'emprunt pour les conduites d'égout du camping. Si ça vous va, j'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Mme Leblanc. Merci. On peut poursuivre. On serait en 12, prochaine séance. La prochaine séance du Conseil, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, aura lieu ici même le 17 janvier 2022. On vous a déjà dit qu'on avait grandement hâte d'aller avec notre salle à l'Hôtel de Ville. Maintenant, là, avec les normes sanitaires, on peut avoir plus de citoyens dans la salle, ce qui nous limitait, ce qui nous forçait à utiliser la salle au Quai des Arts. Mais ce qu'on a constaté récemment, M. Audette constatait, c'est que sur l'emplacement là, où sont nos chaises, où on parle, où les membres du conseil sont assis, on n'est pas capable de respecter le 1 mètre de distanciation dans cette salle-là. Donc, on va devoir, morale de l'histoire, c'est qu'on va devoir continuer nos réunions au Quai des Arts là, pour les prochaines semaines, prochains mois là, à suivre en fonction des mesures sanitaires. Autre sujet, il n'y en avait pas ce soir. Tour de table du conseil, si vous avez des éléments à signifier avant de passer la parole à vous dans la salle et en ligne. Je commencerai par Mme Leblanc à ma gauche. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, je constate que votre micro n'est pas branché. Mais allez-y, on va essayer de capter. Je crois qu'il porte quand même assez bien. Bien, la première des choses, j'aimerais ça dire merci à l'ensemble du conseil pour la confiance que vous m'avez témoignée.
suis bien sûr très honorée de vous représenter au Conseil des maires de la MRC. Aussi, ben, je ne sais pas si vous avez eu connaissance sur le site web de la ville, on a quand même un petit peu parlé, comme de quoi qu'on a maintenu nos 4 heures et peut-être même que notre pointage est 100 milliards d'une année à l'autre. Tout ça pour vous dire que je vous invite à aller le consulter et vous allez voir, vous allez pouvoir prendre connaissance au complet de tout ce que la ville est en mesure d'accomplir, beaucoup de choses qui se sont réalisées et bien sûr d'autres choses à venir. Et en dernier, ben, j'aimerais encore une fois vous souhaiter de très joyeuses fêtes et surtout cette année. Ben, ça va être très agréable. On va pouvoir se regrouper tout en respectant les consignes, bien sûr, de la santé publique. Merci à vous. Merci, Mme Leblanc. M. Turcotte? Rien de spécial pour moi ce soir, juste vous souhaiter des bonnes fêtes, puis pour se passer des bonnes fêtes. Merci. M. Landry? Merci, M. le maire. Juste prendre quelques instants pour vous remercier de votre confiance pour mon rôle de pro-maire, de maire substitut. C'est un mélange de fierté et d'humilité qui m'habite. Donc, ça fait déjà, on est dans notre 9e année, Mathieu et moi. Il y a un peu du chemin parcouru, du chemin à parcourir. Donc, un mélange de fierté et d'humilité. Continuons à travailler ensemble dans la bonne direction. Donc, ça va me faire plaisir d'œuvrer auprès de notre maire puis de notre conseil pour la suite des choses. Merci, une bonne soirée. Puis comme mes collègues, je vous souhaite de joyeuses fêtes et soyons prudents dans le contexte toujours qui prévaut. Bonne soirée. Merci. M. Figueroa? Oui, bonsoir tout le monde. Ouais. Ça marche. Vu que je n'ai pas pu être présent à la dernière rencontre publique du Conseil pour des raisons personnelles, je voulais quand même me présenter un petit peu. Stéphane Figueroa, je suis résident de Carleton depuis bientôt 10 ans. Je suis ici en 2012. Je travaille comme enseignant au Cégep. Je travaille aussi au CIRAD, le centre de recherche ici au Cégep. Et puis, mon goût d'impliquer dans la communauté vient depuis longue date. Puis je suis quand même fier de représenter les citoyens de Carleton pour cette période de 4 ans. Sachez que je vais toujours à l'écoute des gens qui ont parlé, je suis toujours disponible. Et puis je vais faire de mon mieux, justement servir la communauté, puis être à l'écoute des gens, puis travailler en développement durable local de la communauté. Pour moi, c'est important de penser aux citoyens d'abord, et puis au développement de la communauté d'une façon durable qu'on puisse perdurer dans le temps. Et puis voilà, je suis dans une dynamique déjà de collaboration avec mes collègues. On a commencé à travailler plus tôt. Donc, on est déjà à la table de travail depuis quelques semaines déjà. La ville a continué à marcher. On est dans un élan de travail depuis quelques années d'améliorer les façons de faire de la municipalité. C'est ce que je ressens. Donc, je suis quand même assez content d'être présent dans cet élan-là. Et puis, je suis dans une dynamique de collaboration, ce qui est quand même très agréable. Mais lorsque ça se fait le temps de débattre de certains sujets, je pense qu'on va être tous là pour en débattre et aller de l'avant pour le bien des citoyens de Carleton. Merci beaucoup. Et puis, comme mes collègues disent, joyeux temps de chaque pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Leblanc. Alors, bonsoir tout le monde. C'est ma 2e rencontre publique. La glace est maintenant cassée. C'est très agréable et je suis toujours aussi reconnaissant, même si on n'a pas vécu d'élection. Je suis vraiment content d'être au sein du conseil municipal ici à Carleton. Fait que je voudrais féliciter Mme Leblanc, qui va nous représenter à la MRC, M. Jean-Simon, qui sera notre maire suppléant, les assurer de ma collaboration, évidemment. Et ces seniors vont nous aider, Esteban et moi, et Mme Tremblay, qui malheureusement est absente, à prendre notre place et surtout à apprendre notre métier aussi avec M. Turcotte. Moi, je serai principalement assigné au dossier culture. Ça ne surprendra pas grand monde parce que j'ai, avec mon travail au Cégep, grandi un peu avec le Quai des Arts. C'est vrai que j'ai un attachement profond à cette organisation-là et aux gens qui y travaillent. Fait qu'on a commencé, M. Alain et moi, à travailler quelques petits dossiers et on a rencontré aussi 2 artistes qui nous proposent quelque chose. On va
en débattre en séance de travail. Mais il y aura un beau petit projet, une fois de plus, qui permettrait à Carleton de se démarquer dans le monde artistique pour l'été prochain. Fait que, je vous souhaite des joyeuses fêtes, madame, monsieur, et à tous ceux et celles qui sont avec nous en ligne en ce moment. Merci. Merci, M. Leblanc. De mon côté, peut-être juste vous mentionner rapidement, je vais essayer d'y aller rapidement, là, parler très rapidement de deux enjeux qui sont quand même très importants, le logement et les services de garde. C'est d'actualité. Vous le savez, on a une pénurie de logements sur le territoire. La MRC fait faire une étude pour mieux documenter ça. Ce que je veux vous dire, c'est un enjeu sur lequel on travaille fort à l'échelle régionale, à l'échelle de la MRC, puis à la ville. On est en train de se positionner, mais on veut le travailler de différentes façons. On travaille sur des incitatifs financiers à venir pour soutenir des entrepreneurs privés qui veulent faire de la construction, parce que présentement, ils ne le font pas, parce que le marché n'est pas assez intéressant pour eux. On veut mettre en place, on met en place un chantier de réflexion puis des actions là, dès le début de l'hiver, mais sur une foule d'enjeux là, qui touchent le logement, là, des mini-maisons, qu'est-ce qu'on peut permettre des mini-maisons cour arrière, l'hébergement touristique. C'est un enjeu qu'on voit de plus en plus. Il y a de la conversion de logements en hébergement touristique. Comment on se positionne? On a du travail qui se fait sur des projets de logement abordables aussi avec le groupe ressources en logement collectif. On réfléchit en parallèle à un projet d'habitat de quartier communautaire, un peu style éco-quartier. Bref, on est actif, puis on travaille sur différents projets en même temps pour ajouter des places. On a des gens, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir s'établir à Carleton-sur-Mer, comme plusieurs régions du Québec là, dans la dernière année. On est encore plus attractif qu'on l'était, puis il faut s'assurer d'être en mesure de répondre à ces besoins-là. Au niveau des services de garde aussi, c'est un dossier qui m'occupe beaucoup. On a un projet d'agrandissement du CPE dans la rue de la Montagne, on ajoute 13 places. Ce que je souhaite, moi, c'est d'ajouter d'autres places en plus de ça, mais on a une bonne écoute. J'ai travaillé au provincial sur un comité avec le ministre de la Famille, là, M. Lacombe, qui est en train de revoir complètement toutes les façons de faire pour octroyer des places en garderie. Si on veut attirer des gens, mais ça leur prend des logements, puis ça leur prend des places aussi pour faire garder leurs enfants, si on veut qu'ils puissent travailler en même temps. Donc, c'est des dossiers d'actualité sur lesquels on travaille. On va continuer de travailler dans les prochaines semaines. Voilà, je passerai la parole à vous, gens dans la salle et ou en ligne. J'ai des questions en ligne. Je peux y aller avec les gens qui sont sur place au Quai des Arts si vous avez des questions. Ça va? Oui. Oui, alors bonsoir. Je suis agréablement surpris parce que ça fait très longtemps que je participe de la rigueur également. Par contre, ce qui m'amène à assister à la rencontre, c'est 3.7.6. Je fais part qui font faire part de leur je ne veux pas de désarroi, parce que fonctionnellement, c'est super meilleur. J'aimerais avoir un petit peu, si c'est possible, la jeunesse de cette histoire. Parce que je me suis quand même renseigné sur le niveau de l'urbanisme, au niveau des règlements, et également au niveau de l'environnement, pour voir qu'est-ce qu'il y en a sur place, pour voir qu'est-ce qui avait été fait comme travail. Et évidemment, les concepts de ce qui est le droit de propriété. Quand je regarde la montagne, il y a des cicatrices de ça. Les peintres qui ont pu rendre cette magnifique montagne-là sur leur toit, le monde ne va pas que l'église de peinture. On va savoir ce qui était fait avant 2020-2021 et par la suite. Et là, je voyais qu'il y avait à zéro le chalet qui s'annonce, avec encore des dérogations. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on est exactement. Parce qu'on est plusieurs, je ne suis pas mandaté par personne, je suis ici de façon personnelle. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont fait part. Enfin, oui, j'ai M. Lavigne qui pose une question. Je vais me permettre de répéter pour les gens qui sont en ligne là, et pour la postérité, pour les gens qui nous écouteront dans les décennies à venir. En fait, c'est concernant le point, en lien avec le point 7.6 d'acceptation de chalets sur le Mont-Saint-Joseph. M. Lavigne là, mentionnait
son insatisfaction, je peux dire, ou en tout cas, il constatait comme plusieurs citoyens, comme moi-même, comme les membres du conseil l'ont vu, là, il y a eu un déboisement important qui a été fait sur le sommet du Mont-Saint-Joseph. C'est 4 propriétaires qui se sont alliés, qui sont conjointement, qui ont décidé de s'implanter des chalets sur le Mont-Saint-Joseph. Et la fin de semaine, avec de la machinerie lourde, sont allés et ont déboisé pour faire de l'espace en prévision de la construction de ces 4 chalets-là. Ça s'est fait très rapidement avec de la machinerie lourde. On a constaté avec désarroi, puis je m'en fais parler, là, je vous dirais, à toutes les semaines. Là, ça fait quand même quelques mois, là, voire peut-être un peu plus d'1 an que ça a été fait. Devant ça, on est allé voir, on a constaté M. Landry aussi, qui est responsable, qui était sur le comité, qui est toujours sur le comité consultatif d'urbanisme, est allé avec notre urbaniste sur place constater. Devant ce fait-là, c'est idéalement, pas idéalement, mais ce qu'on veut, c'est que les gens viennent nous voir. On a des réglementations sur le déboisement qu'on veut limiter au maximum. Mais ça a été fait sans autorisation rapidement la fin de semaine. Là, on est pris malheureusement avec cette situation-là. Ce qu'on a fait, c'est que pour les gens qui ont implanté des chalets, il y en a 2 de construits sur un potentiel de 4. Ce soir, on vient de permettre un 3e. On a exigé d'avoir des plans de reboisement de la part de firmes d'experts en la matière pour arriver avec quelque chose qui... L'objectif là sur la montagne avec notre réglementation, c'est toujours que les implantations de chalets se fassent avec le moins d'impact visuel possible. Les chalets qui ont été construits présentement, ils ont déposé, le premier notamment, là, il a déposé, on a fait refaire les plans pour réduire, que ce soit plus bas, changer la toiture. Ils ont tous revu les plans complets du chalet pour diminuer l'impact. Ceci dit, on les voit parce qu'il n'y a pas d'arbres. Il y a un autre endroit sur la montagne aussi qui a eu du déboisement qui a été fait sans autorisation. On est dans la même situation. Ce qu'on fait, c'est on n'est vraiment pas content de ça. On exigeait des plans de reboisement et on en discutait encore en séance de travail. Ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que ces plans-là soient respectés. On va regarder avec notre équipe à l'administration. On a encore donné le mandat à notre directeur général là, tantôt là, dans la dernière heure de juste de voir là, au niveau légal, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme municipalité, pour s'assurer que les plans de reboisement soient respectés? Ceci dit, là, on ne se mettra pas de lunettes roses. Là, on le sait que ce qu'il aurait fallu, c'est que ça ne soit pas déboisé. Puis, ça va prendre un certain temps avant que les arbres poussent, puis on a des arbres matures sur la montagne pour venir cacher. Donc, on est très attristé de cette situation-là, puis on veut mettre en place je vous dirais, des moyens pour plus que ça se reproduise et pour s'assurer que sur ces terrains-là, le plus rapidement possible, on essaie de cacher ça. C'est ce que je pourrais vous dire. Là, pour... Si vous permettez juste oui, une question. Tout à fait. Je comprends bien que jusqu'à ce jour, les démarches légales. Il n'y a eu aucune démarche légale concernant le déboisement qui a été fait. Non, il n'y en a pas eu. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et au niveau environnemental, est-ce que des avis ont été demandés? Au niveau du respect des photopares? La question, c'est s'il y a des avis qui ont été demandés au ministère de l'Environnement. Pas à ma connaissance. À ma connaissance, il n'y avait pas d'enjeu au niveau du ministère de l'Environnement, mais je peux le vérifier. Là. Je dis ça, on va faire des validations nécessaires. À moins que M. Audette, vous aviez la réponse. Là. Mais il n'y a pas eu de vérification auprès du ministère. Non, il n'y en a pas eu, mais on peut leur vérifier. Là, mais s'il peut y avoir des enjeux auprès du ministère de l'Environnement, on peut le regarder. Là. Et si vous permettez de dire oui, absolument. La demande qui est faite à cette constitution, est-ce que c'est exactement dans ce secteur? Oui. Non, c'est le même secteur. Ils ont déboisé pour 4 chalets en même temps, une fin de semaine. Là, le premier chalet qui a été implanté, il est plus sur le sommet des terrains, ce qui fait qu'on le voit. Là, il est sur le sommet du Mont-Saint-Joseph. C'est vraiment une petite... il s'ajoute, là, il est plus présent. Le chalet qu'on a autorisé ce soir, il est un petit peu plus bas. C'est dans le même secteur, là, ce qui fait que son impact visuel va être moindre que le premier chalet qui a été construit. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, là, mais c'est dans la même zone. Il va être juste un petit peu plus bas que les autres. Il devrait moins paraître. Ceci dit, ça va prendre des arbres pour le cacher. Ça veut dire que la demande qui est faite, c'est une demande rétroactive.
Non, non. En fait, sur le Mont-Saint-Joseph, on a le PIA, un plan d'implantation d'intégration architecturale. C'est des normes supplémentaires qui s'appliquent parce qu'on voulait préserver justement ce secteur-là. Puis dans le PIA, ce que ça permet de faire, on a des réglementations d'urbanisme. Dans un règlement d'urbanisme, c'est oui ou non. C'est très clair. On vient dire, ben, vous avez le droit à tel matériau, par exemple. Tu sais, c'est catégorisé. On a le droit de la pierre, on n'a pas le droit de pierre. Mais avec un PIA, on peut y aller sur des critères plus subjectifs. C'est ce qu'on a fait sur la montagne. Ce qu'on demande pour le PIA de la montagne, c'est entre autres de minimiser l'impact visuel. Fait que là, on vient dire, ben, les toitures doivent pas être réfléchissantes, les couleurs des matériaux doivent s'harmoniser avec le décor autour, etc., doit limiter la coupe d'arbres. Et pour avoir un permis de construction, il faut être autorisé en vertu de ce PIA-là. Et c'est ça la demande. La demande a été faite en 2020, a été refusée parce que le plan de reboisement a été jugé pas conforme ou pas acceptable. On ne permettait pas de voir l'éventuel impact positif du reboisement. Et ils sont revenus avec un nouveau plan d'un professionnel. Donc, avec ce nouveau plan-là, ce que le Conseil fait ce soir, là, on autorise la construction qui n'est pas débutée. J'espère que j'ai été clair, là. Parfait. Vous êtes nombreux à suivre ça, puis je comprends très bien. Là. Moi, le premier, j'en suis préoccupé, puis je pense que les membres du Conseil aussi. Monsieur Landry, si vous voulez intervenir, oui. Puis... Juste me permettre, c'est un point que Monsieur le maire a effleuré là, tout à l'heure, mais sur les critères du PIA, puis c'est très triste, là, la situation, le déboisement que je considère pas beau, là, pour être poli. Mais le CCU, ça lui a vraiment ouvert les yeux, puis il a été très sévère dans le respect des critères que M. le maire vient d'énumérer pour l'autorisation des constructions. Donc, les chalets qu'on voit sur la montagne, les constructions qui étaient prévues à la base, c'était des chalets 2 étages, c'était des chalets avec des toitures en pignon, puis il y a eu des demandes de fait pour que les propriétaires modifient les projets pour diminuer l'impact visuel, qui serait encore plus grand si le CCU n'avait pas intervenu ou n'avait pas, je ne veux pas dire mis son pied par terre, là, mais tu sais, n'avait pas fait des demandes supplémentaires. Donc, les propriétaires ont changé leur projet. Ça a venu amenuiser un peu l'impact visuel. Ça amenuise pas l'impact de la coupe forestière. Je comprends que c'est là le point, là. Mais il y a ça au moins qui est positif. Mettons que ça a mis sur le radar la situation de façon inévitable. C'est tout ce que j'aurais à dire, M. le maire. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Lavigne? Non. C'est bon. D'autres questions dans la salle? Je peux y aller avec une question en ligne de Mme Reine de Gary qui dit, excusez-moi, je vais y aller de mes impressions. Elle demandait si on est satisfait du nombre de citoyens qui participent à nos réunions en Zoom. Pour ce petit bout-là de la question, moi, je dirais oui. Là, présentement, ce soir, il y a 4 personnes, mais en moyenne, ça varie entre 5 et 10, 15, même jusqu'à 20 personnes en ligne. Ce que je constate, moi, c'est souvent des gens qui ne viennent pas nécessairement aux séances publiques là, en salle. Donc, c'est des nouvelles personnes qu'on rejoint et il y a aussi 60, 70, même jusqu'à 80 personnes qui vont les regarder. On multiplie les façons de faire pour faciliter, pour s'assurer que les gens puissent participer et écouter nos séances publiques. On sait très bien là, que ça demeure... les codes d'écoute des séances publiques sont pas toujours très, très haute, mais si on se compare, on a une bonne participation à nos séances. Donc, je suis content. On travaille pour améliorer ça. Ça fait partie de nos réflexions, mais jusqu'à date, on est satisfait de la participation. Mme de Gary propose des suggestions. Rendre le lien Zoom de participation plus connu et accessible au public pour aider. On le met dans le journal municipal, on le met sur la page Facebook. On utilise tous nos outils de communication pour faire la promotion de ces rencontres-là, mais on peut assurément faire mieux. Ensuite, une petite proposition que Madame propose. Quant au visuel, vous avez peut-être des raisons valables pour faire comme c'est actuellement. Il semble que vous ajustiez à 50% la page d'ordre du jour vos belles faces rendrait la visualisation plus dynamique. On propose d'agrandir en fait la partie présentation. Là, on va regarder, voir si on ne peut pas améliorer pour qu'on puisse mieux nous voir. Et merci et félicitations aux nouveaux membres du Conseil. Vous composez une super équipe bien représentative de nos divers intérêts. Voilà.
pour prochaine, j'ai M. Dominique Cyr qui demande à quel endroit seront installés les vélos électriques en libre service. Et félicitations pour la bonne nouvelle, entre parenthèses. On va avoir 8 vélos électriques en libre service qui vont être implantés, là, un peu style Bixi, mais avec assistance électrique dès l'été prochain. Il va y avoir des vélos au camping municipal et sur une station juste à côté de l'hôtel de ville, dans le stationnement qu'on réaménage à côté de l'hôtel de ville, où est l'abribus, notamment. C'est là où sont prévus ces vélos-là. On pensait à mettre à la plage municipale, au Parc des Horizons, mais pour le moment, on va y aller avec les 2 endroits ciblés-là. Toujours, M. Cyr, quel suivi est fait sur la déclaration d'urgence climatique signée par la Ville en 2019? C'est une très bonne question. Déclaration d'urgence climatique, depuis, on a adopté une politique, notre planification stratégique, pardon, et dans laquelle on a une notion, une préoccupation pour l'environnement au sens large. Le défi qu'on a, c'est que tout ce qui est empreinte climatique, empreinte environnementale et changement climatique, c'est notre responsable d'urbanisme, Samuel Landry, qui était responsable de ce chantier, qui est toujours responsable de ce chantier de travail-là. C'est des thématiques qui sont très larges et le défi qu'on a, c'est qu'on a une équipe qui est beaucoup occupée. Donc, on a fait plusieurs actions. Là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est juste les recenser pour les présenter, pour montrer ce qu'on a fait. Mais on a fait plusieurs choses, entre autres en termes d'économie d'eau potable, et compagnie, électrification de notre flotte de véhicules. Il y a plein d'actions qu'on fait à ce niveau-là. On va les recenser, mais on va continuer à travailler. On veut accentuer nos efforts en ce sens-là. Et ce qu'on va annoncer dans le budget la semaine prochaine, que je vais annoncer un peu en primeur ce soir, mais on souhaite disponibiliser des montants pour ajouter une ressource qui va être au niveau de l'inspection municipale. Puis ça fait un lien avec la question de monsieur ou les commentaires de M. Lavigne juste avant, où on se rend compte qu'on a beaucoup de réglementations municipales, mais on manque de personnel pour appliquer ces réglementations-là. En lien pour répondre à la question de M. Cyr, donc, en ayant une personne, on va travailler avec la MRC là, sur une ressource partagée au niveau de l'inspection. Ça va nous permettre de libérer des tâches de notre urbaniste qui a un intérêt et des compétences là, au niveau de tout ce qui touche l'environnement, le changement climatique, et ça va lui permettre de travailler davantage sur ces éléments-là qui l'intéressent, qui nous intéressent tous, mais ultimement, on manquait de temps dans l'organisation pour y mettre plus d'efforts que ce qu'on fait déjà. Donc, on va mieux présenter, puis on va continuer nos efforts. On a fait la première étape dans notre chantier de changement climatique, empreinte environnementale et changement climatique aussi. On avait fait un bilan de nos émissions de gaz à effet de serre. On s'était dit, pour améliorer, pour réduire nos émissions, on va commencer par mesurer comment on émet de gaz à effet de serre. On vient tout juste d'avoir le rapport qu'on pourra vous présenter, là, mais il a été déposé, il y a une analyse qui a été faite. On va partir, ça va être notre mesure étalon, puis dans les prochaines années, on va continuer, puis on va partir de ça. Ça, c'est un élément qui a été fait au cours de la dernière année et demie. Voilà pour ça. Autre question de M. Rémy, je présume que c'est M. Rémy Essiambre. Avec les constructions sur la montagne, est-ce qu'il y a un plan d'intervention contre les incendies pour s'assurer d'un risque minimum pour un feu de forêt qui pourrait être dévastateur pour Carleton? Oui, on a un plan d'intervention qui s'appelle le service d'intervention en milieu isolé. Oui, donc qui regroupe là, les services incendies, les services, les policiers sont impliqués, peuvent être impliqués, puis les services ambulanciers aussi là-dedans. On avait fait l'acquisition d'ailleurs d'équipements où les municipalités autour ont acquis de l'équipement pour intervenir en milieu isolé, là, ce qu'on considère que la montagne est dans cette zone-là, dans le secteur forestier. On a un plan, évidemment, les délais de réponse sont plus élevés. C'est un défi, mais on a quand même un plan qui est fait. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de sécurité nautique. On travaille sur un SUMI, un plan pour milieu isolé, mais nautique pour le secteur, pour continuer nos interventions. On vise toujours à améliorer nos façons de faire, mais on est équipé de plans, puis on a des mesures qui sont déjà prévues dans des situations comme ça. Voilà, je ne voyais pas d'autres questions en ligne. S'il y en a d'autres, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, nous les envoyer par courriel, on répondra ou venir nous voir la prochaine séance. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter la levée de la séance. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'être venu. Merci Richard. Attention sur la glace, Mme Coué.